nous pour ce club, Yves Tréhard. Bonjour Yves, merci d'être avec nous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro et l'essayiste Mathieu Souquier. Bonjour Mathieu, merci d'être là. On parlera avec vous évidemment de la campagne des législatives qui débute officiellement aujourd'hui. Jordan Bardella, pour le moment favori des sondages, n'a pas vraiment réussi à élargir son union au-delà d'Éric Ciotti. La gauche a, elle, affiché son union, mais la belle photo de famille s'est quelque peu abîmée ce week-end. Et puis la majorité présidentielle tente de faire entre ces deux blocs. Gabriel Attal mène la campagne, on va l'entendre dans quelques instants. Alex, les candidats, ils avaient jusqu'à hier 18h pour se déclarer. Vous avez scruté tout ça? Et oui, beaucoup de ministres candidats et des personnalités politiques qui font leur retour sur la scène nationale, et notamment un ancien président de la République. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et ces législatives anticipées sont un véritable casse-tête pour les maires. Pas facile d'organiser des élections en 3 semaines. Il faut trouver des gens pour tenir des bureaux de vote, mais aussi trouver où mettre les bureaux de vote, alors que des événements étaient déjà prévus dans les salles les week-ends d'élection. C'est le cas notamment à Saint-Cyprien. C'est une commune de la Loire. On regarde ce reportage de Thibaut Rigère pour nos partenaires de TL7. En principe, le vote à Saint-Cyprien pour les prochaines élections législatives devait se passer ici, au complexe polyvalent, comme pour les européennes. Et voici donc le complexe sur lequel nous avons pu scinder en deux pour accueillir le bureau 2 sur cette partie et le bureau 1 sur l'autre partie. Mais après la surprise du président de la République, il a fallu faire un choix pour le 30 juin et le 7 juillet prochain. Les 2 week-ends, ce complexe est pris par l'association des Primes Verts et qui organise un gala de danse qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Et la partie du 7, nous avons les 50 ans du volley qui sont fêtés ici sur tout le week-end. Automatiquement, il était difficile de demander aux associations d'arrêter et de décaler leur date, étant donné qu'ils ont engagé pas mal de frais. Cette salle est un bureau de vote depuis le Covid. Elle a apporté plus d'espace pour les mesures sanitaires. Dès à présent, pour trouver une solution, retour en arrière avec la crainte de perdre les électeurs. Avant la période Covid, on avait deux bureaux de vote. Le bureau numéro 1 qui était dans la salle du conseil municipal, qui est salle des mariages, enfin la salle communale par elle-même. Et de l'autre côté, la salle de musique qui était le bureau numéro 2. On a repris contact avec le bureau des élections dès le lundi matin, sauf que normalement, il faut 5 semaines pour avoir l'homologation, si je puis dire, de changement d'un bureau de vote. Et puis la population ne comprend pas, si vous voulez. Parce que les gens, ils ont mis longtemps à s'approprier les nouveaux bureaux de vote. Et quand ils vont trouver porte close et on revient à l'ancien système, ils vont dire mais ils ne savent pas ce qui tourne. Et dans cette situation, ce maire n'est pas tout seul. Je crois que c'est pas simplement, c'est sur toute la France. J'ai discuté avec Olivier Joly, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert. Lui, il m'a dit, nous, on peut pas se permettre parce qu'à l'embarcadère, il y a plusieurs bureaux de vote. Et là, on n'a pas et les gens nécessaires, les assesseurs, etc., pour remettre tout en place comme ça. Enfin, nous-mêmes, on est en difficulté à cette période parce qu'il y a des gens qui sont en vacances, parce nous, on se casse la tête aujourd'hui pour retrouver du monde. On fait un appel à la population. S'il y a des gens qui veulent venir tenir les bureaux de vote, ils sont les bienvenus, pourvu qu'ils habitent la commune. L'objectif du maire est que ce nouveau choix de bureau de vote pour la commune de Saint-Cyprien soit définitif pour les prochaines élections. Et voilà, pour ce reportage de TL7, c'est la télévision locale de la Loire. On va évidemment parler de cette campagne des législatives. Elle débute aujourd'hui. Alex, les candidats, ils avaient jusqu'à hier, 18h, pour se déclarer. On va voir avec vous quelques candidats. Il y a de nombreuses personnalités politiques. Et oui, à commencer par un président de la République, un ancien président de la République, rien que ça. François Hollande est investi candidat aux législatives par le nouveau Front populaire en Corrèze. Il souhaite revenir dans l'arène de l'Assemblée nationale, car selon lui, la situation est grave avec la possibilité de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Je le cite, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et d'ailleurs, la majorité présidentielle ne présentera pas de candidat face à François Hollande par respect pour son ancienne fonction. Parmi les personnalités politiques de cette campagne qu'on peut citer, il y aura bien sûr Marine Le Pen, candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais. Elle présidait depuis 2 ans le groupe Rassemblement national à l'Assemblée. Autre retour sur la scène politique nationale, celui de Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se présente en Haute-Loire avec la volonté de défendre une droite indépendante du RN et des macronistes. Et puis on suivra aussi la campagne d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, le président désavoué des Républicains depuis qu'il s'est allié
s'allier avec le Rassemblement national contre l'avis des cadres des LR qui ont d'ailleurs présenté un candidat face à lui dans les Alpes-Maritimes. Et puis, un visage connu participera à cette campagne législative, c'est celui de Philippe Poutou, l'ancien candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle. Il a été investi par le nouveau Front populaire dans l'Aude face à un député RN sortant. Et puis dans les autres personnalités, on peut aussi citer Jean Lassalle ou encore Dominique Voynet, l'ancienne ministre de l'Environnement de Lionel Jospin. Mais c'était il y a 25 ans, elle est candidate dans le Doubs. Il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de ministres en campagne. Ah oui, le premier d'entre eux, c'est Gabriel Attal, qui est candidat à sa réélection dans le département des Hauts-de-Seine. Et puis de nombreux ministres partent en campagne, comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le Nord, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui se lance dans sa première campagne législative dans les Hauts-de-Seine. On peut citer également le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, dans le Loir-et-Cher, Aurore Bergé, la ministre de l'Égalité femmes-hommes dans les Yvelines, ou encore le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, à Paris. Notez aussi qu'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, est candidate à sa réélection dans le Calvados, et puis Olivier Véran dans le département de l'Isère. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de personnalités. On va peut-être commencer par la surprise de ce week-end. C'est François Hollande. Alex en a parlé. François Hollande qui sera donc candidat législatif en Corrèze, chez lui. C'est une surprise. Oui, non, parce que, en fait, il s'ennuyait, François Hollande. Il était là en commentateur politique et il avait qu'une envie, c'était de revenir dans le jeu. Et puis, je trouve que tout le monde se dit, mais c'est quand même bizarre et tout, mais il y a eu le précédent de Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, il est revenu. C'est tout à leur honneur, d'ailleurs, de revenir. Alors, Valéry Giscard d'Estaing était encore allé plus loin, puisqu'il avait commencé par une cantonale, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne. Donc, bon, il revient. Il est dans une circonscription où, à mon avis, il sera confortablement élu, parce qu'il est assez populaire à Tulle, hein. Il a labouré le terrain depuis pas mal de temps. Il n'aura personne de la majorité, si j'ai bien compris, contre lui. Et il y a des chances qu'il ait beaucoup de soutien dans le département, et notamment dans la région de Tulle. Tulle qui est la préfecture de la Corrèze. C'est pas Brive-la-Gaillarde, c'est Tulle. Voilà, donc c'est pas très surprenant, je vais vous dire une chose. Il ne demandait que ça. Ça vous a pas surpris non plus, Mathieu? Alors, c'est pas très surprenant, et en même temps, on s'est retrouvé du coup la semaine dernière avec deux expressions, celle de Jean-Luc Mélenchon d'abord et puis celle de François Hollande ensuite au JT de TF1. On les a entendus parler quasiment d'une même voix l'un et l'autre, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, et j'avoue que ça faisait longtemps en fait que ça n'était plus le cas. Ou au contraire, on avait compris que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, en réalité, ils étaient non seulement très fâchés, mais qu'ils incarnaient deux gauches irréconciliables. Donc ça dit quand même que, du côté de la gauche, en tout cas, la dissolution a créé une dynamique relativement inédite et un petit peu surprenante. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon et François Hollande qui sont sur la même ligne de départ et qui sont alliés. Si j'osais, je dirais quand même que Jean-Luc Mélenchon est du côté de la gauche radicale une des figures les plus répulsives du côté de la gauche modérée. Et de la même façon, j'ai le sentiment que François Hollande reste, aux yeux du quinquennat qui a été le sien et de l'évaluation que certains en font, pour la gauche radicale lui-même, une forme de figure répulsive. Donc j'espère que le moins plus le moins, en fait, donneront un plus pour la gauche. Puisque mais du coup, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le nouveau Front populaire? Alors, en tout cas, ça dit que si la figure d'un ex-président de la République vient en renfort, ça dit assurément que l'heure est grave, et ça dit par ailleurs que quand même, on voit bien qu'au sein du nouveau Front populaire, en réalité, les rapports de force se rééquilibrent, la présence de François Hollande est quand même un indicateur du recentrage en fait de la ligne politique de la gauche unie. Le Front populaire n'est pas tout à fait la NUPES, ou je dirais même n'est même plus du tout la NUPES. Ça crédibilise ce nouveau Front populaire auprès des électeurs modérés, cette présence de François Hollande, ou pas? Absolument pas, puisque François Hollande a un bilan absolument de président qui n'est pas vraiment brillant. Il dit une chose et son contraire. Vous savez ce qu'on disait de lui quand il était président de la République, c'était un peu le bouchon au fil de l'eau. Et puis ça reste quand même le nouveau Front populaire. Il y a encore une tâche terrible d'antisémitisme qui est imprégnée dans le tissu de cette coalition, de ce cartel qui est... sincèrement, je trouve... Je comprends pas comment les gens sont aussi passifs vis-à-vis de ça, quoi. Je comprends pas. On est dans un pays où l'antisémitisme est a
toujours été condamné, condamnable et horrible. Enfin, c'est vraiment la pire des choses et qui revient comme ça de façon forte avec la gauche française. Mais c'est répugnant. Alors on rappellera quand même que dans l'accord du nouveau Front populaire, il y a bien mentionné la condamnation de l'explosion du racisme, de l'antisémitisme et de l'islamophobie actuellement en France. Et d'ailleurs ce matin, on avait un sénateur socialiste, Rémi Féraud, qui disait que la ligne des différents partis de gauche, socialistes et écologistes, l'avait emporté sur celle de la France insoumise, qui est, comme vous le faites, qualifiée d'ambigu. Non, mais c'est juste pour rappeler ce qui avait été scellé dans l'accord. Si cet antisémitisme était un antisémitisme véhiculé par la droite et l'extrême droite, jamais on ne laisserait passer. Jamais. Vous m'entendez bien? Jamais. Alors, cher Yves Tréhard, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une forme de passivité face à un retour de l'antisémitisme qui questionne, ça c'est réel. Ensuite, je reviens sur ce que je disais. Il y a clairement un rapport de force qui, au sein de la gauche unie, en fait, s'est rééquilibré. Vous additionnez désormais, en fait, le PS et les Verts. Vous avez des forces politiques qui dominent désormais ce qu'est la France insoumise, qui est incontestablement en recul. Et j'ajouterais même qu'il y a au sein de la France insoumise, alors sur la question de l'antisémitisme d'une part, mais aussi sur la question démocratique, avec ce qu'on a pu observer en fin de semaine dernière avec les investitures, on voit qu'il y a, y compris au sein de la France insoumise, des marges désormais frondeuses qui prennent de plus en plus de place et de poids en réalité. Donc ce qu'on observe quand même, à l'aune des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et des décisions qu'il a prises, et sur le cas Quatennens, et sur les cas Garrido, Corbière, etc., on voit que Mélenchon quand même est de plus en plus cornérisé au sein de son espace politique. Oui, mais tout le monde a compris qu'il ne serait pas, alors qu'il est le leader du principal courant de gauche aujourd'hui, il ne pourrait pas être le Premier ministre, et que du coup, précisément, la gauche est en train d'évoluer et de nettoyer la coalition, une partie de ce qu'elle est. La coalition, on l'englobe quand même. Un type comme Philippe Poutou, un candidat comme Philippe Poutou, je suis désolé, a eu des propos après le 7 octobre qui sont tout à fait condamnables, moralement condamnables, j'entends. Vous avez raison. Et il y en a plein d'autres comme ça dans son camp. Regardez, il y a des gens qui refusent cela. Hein, Jérôme Gage refuse, Manuel Valls refuse, Bernard Cazeneuve refuse. Donc il y a le choix. Il y a le moyen de refuser. Quand on n'est pas d'accord. La passivité dont vous parlez, elle est réelle. Souvenons-nous qu'Éric Zemmour avait tenté de réhabiliter le maréchal Pétain pendant l'élection présidentielle et il a pu faire 7% des voix. Donc on voit bien que... Oui, mais il l'a fait tout seul. Ce discours. Il l'a fait tout seul. Moi, je suis d'accord. Ouais. Mais il l'a fait tout seul. Il n'est pas. Je veux dire, il n'y a pas eu de gens qui se sont coalisés. Loin de là. Il était bien seul, d'ailleurs, Éric Zemmour, à cause de tout ça, d'ailleurs. Et il n'a pas eu de gens. Mais moi, ce que je réprouve là-dedans, c'est que des sociodémocrates, ou revendiqués comme tels, et François Hollande en fait partie, il l'a toujours revendiqué. C'est pour ça qu'il ne voulait pas s'allier, d'ailleurs, à une certaine gauche. Et ben là, il a franchi le Rubicon. Il est en train de céder. Mais si François Hollande, par exemple, je prends cet exemple dont on parlait à l'instant, si François Hollande fait ça, c'est pour une raison très particulière. Certains vivaient dans l'inquiétude que l'extrême droite accède au pouvoir dans 3 ans. Bah oui. Nous vivons désormais... Moi, je vis dans l'inquiétude que l'extrême gauche arrive au pouvoir. Nous vivons désormais tous, je termine ma phrase, nous vivons désormais tous dans l'inquiétude, en fait, que précisément l'extrême droite y soit dans 3 semaines. À ce stade, encore une fois, cher Yves Tréhard, ce que les sondages disent, c'est que dans la foulée des européennes, l'extrême droite devrait être au pouvoir dans la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas la moyen. Un mot, Mathieu, sur ce qui s'est passé. Le contexte a changé. Sur ce qui s'est passé ce week-end, quand même, à gauche. Très bien arriver au pouvoir dans 3 semaines aussi, parce qu'on ne sait pas de quoi le résultat sera fait. Elle ne sera en aucun cas majoritaire, cher Yves Tréhard. Pareil pour l'extrême droite aussi. Non, l'extrême droite peut l'être. Moi, cette extrême gauche, le danger n'est pas de même nature. L'extrême gauche me convient pas. Mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'elle n'a aucune raison, aucune chance d'arriver au pouvoir en y étant majoritaire. Je ne comprends pas. Contrairement à l'extrême droite. On peut être aussi passif dans un pays comme la France, qui a connu le passé qu'il a connu, avec certains combats qui ont été conduits, enfin certains. Cher Yves Tréhard, si les LR n'ont pas suivi Éric Ciotti la semaine dernière. On ne détourne pas le débat. On ne détourne pas le débat comme vous en êtes familier. On ne le détourne pas, mais on va un peu avancer. On parle de l'antisémitisme à gauche. Cher Yves Tréhard, je ne détourne pas le débat. Je ne parle pas de LR. LR, c'est un autre sujet. LR, ils se font leur tambouille. On va voir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Je ne parle pas de moi, on
est en train de parler. Ça, c'est toujours la même rhétorique. Mais vous ne me laissez parle d'un pas sujet et on ne savez détourne même pas ce que je veux dire. On laisse finir Mathieu, et puis après, on va un peu avancer, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Allez-y, Mathieu. Je ne détourne rien. Je dis que la tentative d'Éric Ciotti la semaine dernière, si elle n'a pas été suivie par l'intégralité, en fait, du parti Les Républicains, c'est bien qu'il y a une situation politique particulière qui tourne autour de la possible arrivée de l'extrême droite, d'une majorité d'extrême droite au Parlement. Et on parlait de quoi, là ? On parlait de quoi ? Une bascule de notre politique. On parlait de l'extrême gauche et on parlait de l'antisémitisme. On ne parle pas de l'extrême droite et de LR. C'est tout à fait le même sujet. On parle du fait que la dissolution prononcée dimanche dernier... La fin ne justifie pas les moyens. Ouvre une séquence politique radicalement nouvelle. Et puis encore une fois, la perspective de l'arrivée de l'extrême droite, c'était quelque chose à moyen terme, c'est désormais quelque chose de tout à fait sérieux à très court terme. La perspective de l'arrivée de l'extrême gauche avec des gens antisémites est un problème majeur. On va parler un problème majeur dans de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui mène la campagne pour l'exécutif, pour la majorité présidentielle. On va l'écouter, il était ce matin l'invité de la matinale de RTL. La question, en fait, c'est celle de l'avenir du pays. Est-ce qu'on veut un pays qui subit la pire crise économique depuis un siècle au lendemain des élections législatives? La réponse est non. C'est ce qui se passerait avec les extrêmes. Et donc, il faut l'empêcher. Et pour l'empêcher, vous avez des candidats ensemble pour la République dans quasiment toutes les circonscriptions. Dans certaines, encore une fois, on savait que si on mettait un candidat, ça diviserait plutôt ceux qui veulent empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir. Donc c'est le choix de la sagesse, la raison. La responsabilité pour le pays, évidemment. Voilà, alors la majorité présidentielle ensemble qui a décidé de ne pas mettre des candidats partout, notamment face à des candidats, soit socialistes, soit LR, qui sont jugés compatibles avec eux. C'est pas nouveau, hein, c'était déjà le cas en 2022. Est-ce que ça veut dire que Gabriel Attal, il cherche à ratisser l'âge et il acte le fait que, de toute façon, il ne pourra pas gouverner seul, quand bien même il arrive à gagner ses législatives? Oui, alors, mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit tout au début. C'est-à-dire que lui aussi rase gratis. Je ne sais pas si vous avez vu les propositions qu'il a fait ce week-end. C'est-à-dire qu'il a fait des propositions compte tenu des problèmes budgétaires qu'on a, tout à fait inconsidérés, qui vont continuer à endetter la France de façon colossale et qui vont continuer à conduire la France d'une certaine façon, dans une impasse. Donc, de ce point de vue, je dirais que les deux extrêmes, c'est une horreur économique assurée, avec une crise mais majeure qui risque de faire augmenter le racisme, l'antisémitisme, enfin toutes ces horreurs qui peuvent habiter une société qui est en crise économique. Non, mais j'ai dit les deux extrêmes. Ah. C'est terrible. Les deux extrêmes, je dis les deux extrêmes. C'est une horreur économique dans les deux cas. Le problème, c'est que le Premier ministre, effectivement, a intérêt à ratisser le plus large possible, a intérêt à essayer de former des coalitions. Il fait avec ce qu'il a. Et il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose en main, je dirais. Il n'a pas beaucoup de cartes en main. Il essaye de sauver des meubles. C'est ce qu'on appelle sauver des meubles. Donc, il fait des promesses qui sont, d'une certaine façon, assez inconsidérées. Mais, et en plus, il cherche à faire... on va dire, une coalition d'hommes de bonne volonté, même si j'aime pas beaucoup cette expression qui ne veut absolument rien dire, mais il y va au coup par coup. Ça va être compliqué pour lui, ça va être très compliqué. Première chose, on voit que la question du pouvoir d'achat, elle s'est imposée de façon écrasante depuis déjà en fait 3-4 ans. On a vu que même au moment de la présidentielle, alors que d'habitude on a plusieurs préoccupations qui surnagent dans un débat public, elle avait déjà en 2022 écrasé absolument toutes les autres problématiques. Les Français sont totalement focalisés, peut-être même obsédés par la question du pouvoir d'achat. Alors, sans doute à raison, mais en tout état de cause, la question du pouvoir d'achat écrase toutes les autres, ce qui fait que la question de l'endettement elle-même, qui, je le rappelle, par exemple, en 2012, quand Nicolas Sarkozy et François Hollande s'étaient opposés, la question de l'endettement public, elle était exactement au même niveau que le chômage. Elle caracolait en tête des préoccupations des Français, elle préoccupait énormément les Français. Aujourd'hui, elle est totalement reléguée. Les Français se contrefichent, on peut le regretter, mais en tout état de cause, dans les préoccupations, l'endettement a considérablement reculé parce que le Covid est passé par là. Parce que les Français ont du coup analysé le fait que tout ce qu'on avait raconté sur l'endettement public ne tenait pas la route à court terme. Donc du coup, il y a effectivement une situation politique nouvelle. Et deuxième dimension, je pense que, je ne sais pas dans quelle mesure le discours du Premier ministre ou de la majorité présidentielle, renvoyant dos à dos les extrêmes, est si efficace que cela. D'abord parce que c'est un pouvoir aujourd'hui usé, dont la parole perd de sa valeur. Et voilà, j'ai peur qu'en accusant les deux extrêmes de cette façon, il ne soit pas très efficace. Et deuxième dimension, encore une fois, il y a d'un côté une coalition de gauche où les franges de la gauche non radicales
sont désormais plus fortes que ce que vous appelez vous-même Yves Tréhard l'extrême gauche. Mais non, en fait... Mais le programme économique elle-même. Le programme économique elle-même. Non, ça pardon, en fait. Yves Tréhard, mais c'est de l'analyse. Mais non, vous avez un champ d'analyse du tout. Vous avez un champ politique qui se recompose à gauche. Mais arrêtez ouvrez avec les ça. yeux, vous avez un champ politique qui se recompose à gauche. Vous avez connu le programme commun? Non, pardon, mais en fait, pour vos auditeurs, pour les téléspectateurs, comprenons quand même que vous avez d'un côté... Vous êtes d'une grande naïveté. Non, je n'ai plus l'âge de cela, cher Yves Tréhard. Non, en revanche, j'essaye de tenir un point de vue honnête pour les téléspectateurs. Vous avez une coalition de gauche. Vous avez une coalition de gauche qui n'est pas dominée par le mélenchonisme que vous abhorrez. Et vous avez par ailleurs de l'autre côté. Vous essayez de convaincre les téléspectateurs. Vous savez très bien que c'est pas le cas. Non. Pardon. Juste. Là, il y a un défaut d'analyse. Hollande qui sera Premier ministre. Non, il y a un défaut d'analyse. On peut en citer beaucoup d'autres que François Hollande. Donc le rapport de force est rééquilibré. En revanche, vous avez effectivement de l'autre côté un camp présidentiel qui incarne la droite modérée et qui a relégué effectivement aux marges l'extrême droite qui aujourd'hui la domine. Donc ne confondons pas tout. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Juste en essayant... c'est le talent des analystes marqués à gauche. Le talent des analystes politiques marqués à gauche, c'est toujours d'inverser la charge de la preuve. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on vous parle d'un sujet, mais pour essayer de le contourner, pour éviter, vous allez chercher une justification de l'autre côté qui porte le poids de gravité dans le bord inverse. Ça, c'est un talent extraordinaire que je vous reconnais. Non, pas du tout, cher Yves Tréhard. Arrêtez avec le cher Yves Tréhard, c'est pas la peine. Je vous estime beaucoup et j'estime que là, le débat est biaisé en réalité. Mais non, il n'est pas biaisé, c'est vous qui le biaisez. Non. Encore une fois, regardez ce qu'est en train de devenir la gauche et ne restez pas aveuglés. Je vois bien ce qu'elle est... C'est dramatique ce qu'elle est en train de devenir. Juste une petite précision sur les programmes économiques dans cette campagne législative et notamment la question du pouvoir d'achat qui est une préoccupation majeure des Français. On voit bien que ce débat sur le pouvoir d'achat, il se fait dans un contexte budgétaire très compliqué, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui, depuis des mois, prévoit des coupes budgétaires pour essayer d'améliorer, de faire baisser la dette, de faire baisser le déficit. Et là, il se retrouve en campagne électorale à essayer de déclencher des petites mesures supplémentaires sur le pouvoir d'achat, à voir si ça va vraiment convaincre les électeurs. De l'autre côté, on a aussi le Rassemblement national qui a fait du pouvoir d'achat l'un de ses thèmes de prédilection, notamment du côté Marine Le Pen, avec des mesures sociales, un retour sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et on voit bien que là, dans ce contexte budgétaire compliqué, il y a un flou qui est mis notamment sur cette abrogation de la réforme des retraites avec Jordan Bardella qui commence à dire on verra, on la fera plus tard, on va d'abord faire un audit des finances publiques et donc il y aura peut-être un recul du RN sur ses promesses sociales. Et puis pour finir le tableau, du côté du nouveau Front populaire, il y a également effectivement beaucoup de mesures sociales en faveur du pouvoir d'achat et qui, elles, sont clairement financées par des hausses d'impôts. Alors l'enjeu pour la gauche, ça va être de justifier la justice de ces hausses d'impôts pour les Français. Et ça va être la même chose pour le Rassemblement national et pour l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite sera obligée d'augmenter les impôts si elle fait ce qu'elle veut, si elle fait ce qu'elle semble dire, parce qu'on ne sait rien de ce qu'elle veut faire. C'est de toute manière catastrophique. Ce qu'on observe quand même, c'est mentir aux Français. C'est le mensonge qui s'installe en France. Ce qu'on observe quand même, c'est que les reculs programmatiques engagés dès la semaine dernière par l'extrême droite disent bien que l'extrême droite se projette dans l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue-là, on a vu quand même que la première semaine de campagne, qui a créé effectivement une zone de turbulence relativement inattendue parce que tout le monde a été pris de court par la dissolution, on a vu que quand même ça avait produit en fait deux dynamiques différentes. Une dynamique d'union qui s'est faite à gauche de façon relativement rapide et relativement fluide, alors que l'extrême droite de son côté, alors qu'encore une fois elle aurait dû surfer sur la dynamique des européennes, qui l'a portée quand même de façon totalement inédite. La semaine dernière, elle a achoppé sur la question des alliances. C'est-à-dire que pour le coup, alors je parle même pas du sketch d'Éric Ciotti qui a été quelque chose de tout à fait ridicule, mais au-delà même du cas Éric Ciotti et donc de la valse avec les Républicains, même avec Reconquête et avec Marion Maréchal, ça n'a pas pu se faire. Donc il y a eu une semaine qui a été étonnamment faiblarde du côté de l'extrême droite entre ces alliances qui n'ont pas pu se faire et les reculs programmatiques qui ont commencé en fait
à arriver. Non, je vois pas très bien. Non, c'est faux. Il n'a pas échoué à faire l'union quand même, Jordan Bardella. Il a lancé sa semaine avec Éric Ciotti. Au final, il a que Éric Ciotti. C'est la meilleure quand même. C'est complètement faux ce que vous dites. Parce que, attendez, les élections législatives sont des élections nationales. Avec des caciques qui refusent d'aller voir. Attendez, moi je ne dis pas, je juge pas que ça soit bien. Avec des caciques qui refusent d'aller au LR, mais qui n'ont rien à voir avec les élections législatives, parce que la plupart d'entre eux ne peuvent pas se présenter aux élections législatives. En revanche, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous en avez 70 qui vont représenter LR version, parce qu'on ne sait plus comment les appeler, version Ciotti aux élections législatives. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un mouvement. C'est pas parce que M. Copé, que j'estime beaucoup par ailleurs, ou Mme Pécresse dit qu'ils sont foncièrement contre, que ça marche pas. Non, c'est faux, puisque d'ailleurs ils sont très isolés eux-mêmes. Non mais est-ce que plutôt que de rallier les LR, c'est pas Éric Ciotti qui s'est isolé au sein des LR? Est-ce que c'est pas ça le résultat de ça? Plus, ça vous a pas échappé. Alors dire que ça n'a pas marché. Non, le parti. Il existe un peu quand même encore. Dire que ça n'a pas marché, c'est faux si vous regardez sur le papier, puisque vous avez 70. Non, mais j'essaye d'être honnête. Non, vous avez 70 circonscriptions qui ont été dealées par Éric Ciotti avec l'extrême droite. Eh ben, ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire oui, mais il y a quasiment aucun député sortant. Que le prix de son ralliement, effectivement, passe par un accord avec l'extrême droite, mais vous n'avez personne. Au sein des Républicains. Comme pour le Parti socialiste avec la France insoumise, ou je me trompe? Alors vous faites ce que vous me reprochiez de faire tout à l'heure, c'est-à-dire de détourner le problème. Mais je vous dis, c'est le même type de contrat. Non, pas du tout. Pardon, mais encore une fois, à l'exception d'Éric Ciotti, je n'ai entendu aucun représentant des Républicains dire que l'orientation choisie par celui qui ne sera plus leur président dans quelques jours. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a 70 circonscriptions qui vont être occupées par des représentants les Républicains qui vont. Oui, mais qui ne sont pas des députés sortants. Des militants. Et alors, et c'est pas pareil à gauche? Non, il s'agit juste de le préciser. Attendez, c'est quoi l'alliance? C'est quoi à gauche l'alliance? C'est pareil. Je parle des candidats. Non, vous êtes assez extraordinaire. Mais vous considérez qu'il y a une alliance? Non, mais pareil, un peu d'analyse. Vous considérez qu'aujourd'hui en France, il y a une alliance en fait entre la droite et l'extrême droite? Vous considérez qu'il y a une alliance entre la droite et l'extrême droite? Et c'est pareil pour Reconquête, je suis désolé, Reconquête est en train d'exploser. Gérard Larcher s'est mis au banc en fait du parti keynésien. Mais le Républicain n'existe plus, vous le voyez bien. Est en train d'exploser. Non, vous disiez l'inverse. Vous disiez en fait, les Républicains sont désormais du côté de l'extrême droite. Je ne sais plus comment les appeler, je vous ai dit. Il a fait exploser les Républicains, Éric Ciotti. Non. Ah bon? Il est parti tout seul. Alors attendez, c'est qui les Républicains? C'est qui les Républicains aujourd'hui? Vous avez entendu quand même que tous les leaders de la droite. Vous avez entendu que tous les leaders. Mais les leaders, ils ne sont pas, de toute manière, ils sont pas députés. Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau, Gérard Larcher, François-Xavier Bellamy, pour vous, ils ne représentent pas les Républicains aujourd'hui? Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est le terrain. Les circonscriptions, dans les circonscriptions, qu'est-ce qui se présente? Vous avez 70 personnes qui se revendiquent des Républicains qui se présentent. D'accord? Donc l'union des droites est en train de se faire. On va voir. L'union des droites est en train de se faire. Non, précisément, au terme de ce qui singularise la France, c'est le fait que chez nous, en réalité, l'accord ne se fait pas, l'alliance ne se fait pas entre la droite et l'extrême droite. Elle se fait dans beaucoup de pays européens, elle ne se fait pas chez nous. La droite ne l'a pas voulu. La droite garde un ADN chiracien qui a fait qu'elle n'a pas suivi en réalité Éric Ciotti. Allez, on déplaise au Figaro. On va continuer à parler des majorités et des déplaise au Figaro et au patron et de sa des rédaction. peut-être futures alliances. On va écouter Édouard Philippe, le maire du Havre, patron d'Horizon, était l'invité ce matin de la matinale de BFM. Moi, je considère que lorsque le président de la République a prononcé la dissolution, il a dissous la majorité présidentielle. C'était son choix, c'était sa prérogative. Il y aurait eu d'autres choix. On sent bien que vous vous dites... il l'a fait, et on peut passer des heures à discuter du fondement. Non, parlons de ce qui se passe. L'important, c'est ce qui se passe. Il y a une élection législative. Moi, mon souhait, c'est de construire quelque chose qui n'est pas ce qui a existé, qui est quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle majorité parlementaire, plus large dans ses fondements politiques que ce qui a prévalu jusqu'à présent, avec d'autres personnes aussi. Et l'idée, c'est, pour construire cela, de le dire avant. Et moi, j'essaie de construire une nouvelle majorité parlementaire. Non, mais c'est fort quand même ce que dit Édouard Philippe. Avec la dissolution, il a dissous la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se sont plus liés à Emmanuel Macron? Ah bah oui, ça me paraît assez clair. Et c'est vrai qu'il a dissous la majorité présidentielle. Mais il n'a jamais dit aussi clairement. Il a toujours dit je suis loyal, je suis libre et loyal, mais je suis loyal. Dans la mesure où elle tenait à un fil aussi, puisque la majorité présidentielle, par définition,
cette majorité de camp central, c'est une confédération, enfin c'est pas présenté comme ça, mais c'est un ensemble de formations politiques qui sont pas toutes d'accord sur tout d'ailleurs, qui avaient beaucoup de mal à rester homogènes. Et là, c'est vrai que avec la nouvelle donne, le président de la République n'étant pas obligé, n'étant pas candidat à sa réélection, puisque constitutionnellement c'est pas possible, ça rebat les cartes, bien sûr. C'est l'émancipation d'Édouard Philippe. Alors, et pas que, je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein de la majorité présidentielle, qui va devenir une minorité présidentielle dans peu de temps, personne ne comprend la rationalité du choix opéré dimanche dernier. Alors, au plan institutionnel, c'est incontestable. Effectivement, ça fait partie des prérogatives institutionnelles du président de la République. Au plan démocratique, ça ne l'est pas davantage. Effectivement, c'est incontestable. L'appel au peuple est un principe qui n'est pas critiquable. Au plan politique, procéder à une dissolution le soir même où vous prenez une rouste électorale, c'est-à-dire vous êtes affaibli comme jamais et où votre adversaire est fort comme jamais, à part aller au suicide, qui du coup est un suicide collectif, c'est-à-dire que c'est le camp majorité, le camp présidentiel qui effectivement va sortir totalement essoré de cette séquence, et c'est le pays qui risque évidemment d'en pâtir parce que, rappelons encore une fois que l'extrême droite pourrait revenir au pouvoir. Je ne dis pas que Marine Le Pen c'est Philippe Pétain, je dis en revanche que l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir en fait depuis la chute de Philippe Pétain. Un mot pour terminer peut-être sur Édouard Philippe, parce que s'ils sont réélus, évidemment, à l'Assemblée nationale, il y aura Marine Le Pen, il y aura François Hollande, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, il y aura des poids lourds de la vie politique. Est-ce qu'Édouard Philippe ne fait pas une erreur en se tenant à l'écart et en ne se présentant pas à ces législatives ? C'est un choix qu'il fait. Il y en a beaucoup qui, effectivement, ne sont pas à l'Assemblée nationale depuis pas mal de temps, qui pensaient pouvoir peser. Et ce qu'il fait, c'est un choix. Il veut peut-être aussi rester honnête vis-à-vis des Havrais. Est-ce que ça va être un handicap pour lui de ne pas être à l'Assemblée nationale ? Ça peut se concevoir. Une autre séquence politique aurait pu s'ouvrir pour faire plaisir à Yves Tréhard et tenir les extrêmes, en fait, loin du pouvoir. Une coalition, par exemple, où Emmanuel Macron aurait accepté de se mettre totalement en retrait, peut-être mandater précisément Édouard Philippe, qui reste la figure la plus populaire au sein du camp macroniste, pour monter une coalition qui aurait pu aller de, peut-être, Fabien Roussel, jusqu'à Laurent Wauquiez, en disant, effectivement, face à la menace de l'extrême droite, union nationale, coalition de tous ceux qui ne se reconnaissent dans aucun propos extrémiste, et en particulier en condamnant l'antisémitisme qui peut exister à l'extrême droite et aussi à l'extrême gauche, et dire on se bat contre l'extrême droite qui reste l'ennemi principal. Et on ne fait pas alliance pour cela avec la gauche radicale. Et on suivra cette campagne, on continue à en parler tout de suite, c'est à la une de la presse régionale. Le début officiel de la campagne législative à la une de plusieurs de nos quotidiens régionaux ce matin. Oui, 3 semaines pour une nouvelle assemblée, titre le journal Ouest France. 13 jours pour choisir avant le premier tour du 30 juin, titre La Provence, alors que les candidats avaient jusqu'à hier 18 heures pour déposer leur candidature en préfecture. Beaucoup de journaux comme le Populaire du Centre éclairent leurs lecteurs sur les différents candidats dans leur département. Et le journal Nice Matin propose un mode d'emploi de cette campagne éclair avec des réponses à toutes les questions que peuvent se poser les électeurs, et notamment sur la procuration. Il est conseillé de faire sa demande de procuration au plus tard le jeudi avant le dimanche du vote. La demande peut être faite en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr avant de se présenter dans un commissariat ou en gendarmerie. Et alors que l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national est probable, des manifestations ont été organisées tout le week-end dans plusieurs villes de France pour lutter contre l'extrême droite. 10 000 personnes ont par exemple manifesté hier à Lyon à l'appel d'une intersyndicale composée de la CGT, Force ouvrière et de syndicats enseignants. C'est à la une du Progrès de Lyon. Le but, montrer, je cite, que l'extrême droite est l'ennemi des travailleurs. Pour une syndicaliste enseignante SNES-FSU, je la cite, la politique de l'extrême droite à l'école serait une catastrophe. Nous sommes là pour nous unir et faire fi de nos divisions syndicales. La réforme des retraites revient dans le débat avec ces législatives. Oui, c'est à la une de la dépêche du midi. La réforme et du recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, adopté l'an dernier au 49.3 par la majorité présidentielle,
présidentielle est remise sur la table. Le nouveau Front populaire propose de l'abroger en 15 jours par décret s'il arrive au pouvoir. Du côté du RN, en 2022, Marine Le Pen avait promis son abrogation, mais 2 ans plus tard, Jordan Bardella est beaucoup plus flou sur ce sujet et invoque le mauvais état des finances publiques laissées par le gouvernement. Pour Emmanuel Macron, selon lui, revenir sur cette réforme porterait un coup aux retraités les plus modestes et mettrait, je cite, le système de retraite en banqueroute. On finit par du foot parce qu'il y a quand même l'Euro en ce moment, on a un peu tendance à oublier. Premier match des Bleus ce soir ? Oui, l'équipe de France affronte ce soir l'Autriche à 21h en Allemagne à Düsseldorf et plusieurs journaux régionaux ont titré sur cette rencontre avec une allusion aux propos politiques des Bleus ces derniers jours sur la campagne des législatives. Les Bleus entrent en campagne pour le Télégramme. C'est le moment de s'engager pour Sud-Ouest puisque hier Kylian Mbappé a appelé à aller voter alors que, je cite, les extrêmes sont aux portes du pouvoir et il s'est rangé derrière les propos de Marcus Thuram qui avait appelé samedi à battre le Rassemblement national. Merci Alex. La une du Figaro. Jean-Luc Mélenchon radicalise le nouveau Front populaire. Oui. C'est à lire. Dans le Figaro. Mathieu, votre livre, plus que jamais d'actualité. Figaro, une très belle interview de Marine Le Pen. 2022, la flambée populiste. C'est un livre, votre livre Mathieu, et évidemment c'est d'actualité. Merci beaucoup Mathieu Souker, merci beaucoup Yves Tréhard, merci Alex, à demain. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Huck pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.